Bonjour à toutes et à tous. Podcast spécial Gino Madère. On a voulu faire un épisode pour rendre hommage au coureur suisse décédé pendant le Tour de Suisse il y a quelques jours. J'accueille forcément mon acolyte de toujours dans Vélo Podcast, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, en plus, tu as un regard un peu particulier. Tu es journaliste en Suisse aujourd'hui, donc tu vas pouvoir nous dire un petit peu comment ça a été ressenti le décès du jeune coureur suisse. Donc sur cette 5e étape du Tour de Suisse il y a quelques jours. Un invité spécial, c'est un ami de Vélo Podcast qui n'était pas venu depuis quelques temps. Et bon, on aurait préféré le réaccueillir dans de meilleures conditions, mais en tout cas, il a très très gentiment, et je le remercie encore, on te remercie Barnabé, on te remercie d'être venu dans ces conditions pour parler de Gino Madère. Barnabé Moulin, ostéopathe à la Bahrain Victorious. Salut à tous. Oui, effectivement, c'est conditions, j'en ai la chair de poule, tu vois. J'imagine bien. Alors, merci beaucoup de venir. On sait, tu l'avais entre les mains, on va dire, entre tes mains d'ostéopathe, tu l'avais tous les soirs de course pratiquement. Tu le voyais le matin au départ de l'étape. Tu l'as sans doute vu le matin de cette 5e étape du Tour de Suisse. C'est compliqué à encaisser forcément, là, même quelques jours après. Comment dire ? J'ai trouvé qu'une formule qui disait globalement que la tristesse était tellement forte qu'il n'y avait même pas moyen d'avoir de larmes, enfin quelque chose comme ça, mais c'est vraiment tout ce qu'on a pu ressentir, quoi. C'est véritablement une tragédie, quoi. C'est un cauchemar, en fait. C'est un cauchemar parce que en plus quand il y a une proximité comme ça qui s'installe au fur et à mesure des années, on a tous dans un petit coin de la tête la possibilité que ça puisse arriver, parce que par le passé, j'ai eu l'expérience de Scarponi quand j'étais chez Astana. On a eu des drames comme ça. J'étais aussi sur place quand il y a eu le pauvre Björg en Pologne. Mais là véritablement ça glace le sang. Véritablement, ça glace le sang. Alors, on va être un peu factuel pour commencer ce podcast après ce témoignage, Barnabé. François-Pierre, donc toi, tu es journaliste en Suisse aujourd'hui. Le décès de Gino Madère, donc c'est lors de cette 5e étape du Tour de Suisse. C'était le 15 juin et ça intervient dans la descente de l'Albula Pass, qui est en fait le dernier col. On a un dernier col qui est donc, le sommet est à 10 km de l'arrivée, et puis tu as la descente jusqu'à l'arrivée alors tu vas me dire si je prononce bien ou non, La Punt. Après La Punt, ouais. Après, bon, là c'est du suisse-allemand, donc je vais pas te faire un cours suisse-allemand, mais non, c'est le col de l'Albula, tu as raison. C'est un col qui est avec une descente dangereuse, périlleuse, on va dire plutôt, c'est plutôt le bon terme. Dangereuse aussi, évidemment. On n'a pas vu la chute de Magnus Sheffield, ni celle de Gino Madère à la télévision. Alors, heureusement, j'ai envie de te dire, ce qui s'est passé là, c'est évidemment une onde de choc en Suisse terrible, parce que déjà, Gino Madère, c'est l'un des plus forts coureurs suisses en fait en ce moment. On avait Marc Hirschi évidemment avec sa saison exceptionnelle quand il avait brillé sur Liège-Bastogne-Liège ou sur le Tour de France, mais Gino Madère c'était destiné à être le coureur suisse des grands tours. Ils n'avaient pas eu un coureur comme ça depuis très longtemps. Déjà depuis qu'il est tout jeune, il était un grand espoir. Et c'est marrant parce que parmi tous les articles que j'ai lus, celui que je retiens, mais de toute façon, on ne connaît ça plus, mais on connaît l'homme qui est incroyable, c'est Pierre Carré, journaliste français, qui a écrit pour Le Temps, un journal suisse, et il a titré, je trouve que le titre c'est ça sur Gino Madère, c'est Gino Madère, le coureur amoureux d'énergie éternelle. Et c'est vrai que quand on apprend la personnalité de Gino Madère, quand on l'a découverte dans tous les reportages qui ont eu lieu ici en Suisse, c'est quelqu'un de très convaincu au niveau de la cause écologique. C'était végétarien, il donnait beaucoup de son temps, de son argent pour cette cause-là, un amoureux de ce sport, et surtout ce qui marque quand tu le voyais, parce que mine de rien, même si on suit les coureurs français, on suivait les coureurs suisses aussi. C'était moi c'était son sourire que je retiens. Vraiment, c'est le sourire, et c'est sur toutes les photos qu'on voit, c'est ce sourire qu'il faut qu'on garde en tête, et c'est ces combats qu'il menait pour la cause écologique, et puis aussi pour les coureurs, parce que mine de rien, c'était aussi quelqu'un
peut-être que Barnabé pourra confirmer, mais humainement qui avait ses idées, parce qu'il n'avait pas hésité à critiquer son propre sponsor une fois. On a retrouvé une interview qui était beaucoup réutilisée en Suisse, où il disait voilà que par rapport à son sponsor, il aurait aimé voilà peut-être plus de choses, parce que c'est vrai que c'est un régime, voilà, le Bahreïn, lui il appelle ça un pétro-état dans son interview. Mais voilà, moi je trouve que Gino Madère c'était une personne entière, et vraiment ouais, ça fait froid dans le dos, et voilà, tout le monde a été marqué ici, parce que au-delà de perdre un coureur, ils perdent un homme bien, quoi. Alors je sais pas, Barnabé, comment toi tu connaissais l'homme, ouais. Si tu peux nous en parler un petit peu de cette, voilà, c'est. Ouais, je te confirme ça. Puis pour revenir sur ce que tu disais par rapport au sponsor, il arrivait à faire changer les choses même en interne. C'est-à-dire que quand par exemple il avait donné cette idée de donner un franc suisse par coureur qu'il avait battu sur chaque étape du Giro de la Vuelta il y a 2 ans. Il a tellement surpris par cette action que même l'équipe en elle-même, elle a abondé dans son sens, quoi. Donc il était capable de faire bouger les choses, et très intelligemment, très sans forcer, et juste en parlant de ses convictions, en parlant de ses sensibilités. Oui, il était capable de faire bouger des choses pourtant avec toute cette jeunesse c'est incroyable, quoi. Après on en parlera plus tard, mais il arrivait à te faire vivre des trucs. Quand il te racontait les étapes, comment il vivait les choses, c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et effectivement, ça peut que te donner un sourire quand il pense, quoi. Il faut dire que quand Gino Madère il s'est révélé quand même au monde, à la base, moi c'est ça que j'ai le souvenir, c'était à l'étape avec Pogačar sur le Tour de l'Avenir. Et où il avait justement gagné l'étape devant Pogačar, c'était au col des Saisies. Il avait remporté en 2018, et c'est là où on le découvre. Et très honnêtement, à l'époque, Gino Madère, même si voilà, il y a eu 2 années compliquées avec, il y a eu, enfin, je pense qu'il a, voilà, son rôle, on va dire, n'était pas défini comme un leader, je pense, à la Bahreïn, peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que c'était plus un rôle, pour l'instant, d'équipier. Il grandissait petit à petit, mais à l'époque, moi, on le voyait vraiment très haut, quoi. Gino Madère, pour moi, c'était la trempe en dessous, peut-être un petit peu en dessous peut-être de Pogačar, mais c'était quelqu'un qui devait se battre pour le général et top 3, Barnabé, je pense. Je me permets juste de redonner le top 3, le top 5 de ce Tour de l'Avenir 2018 quand même, où Gino Madère termine 3e. Victoire de Pogačar devant Timena Rensman, Gino Madère. 4e et 5e, Alexander Vlasov, Clément Champouzin. Et puis derrière, vous aviez des mecs comme Sosa, Almeida, Dunbar, Foss, Michel Riss, 10e. Ça, c'est le top 10 de ce Tour de l'Avenir 2018. Quand on voit aujourd'hui où ils sont dans le peloton mondial, c'est dire la performance qu'avait eu Gino Madère à l'époque. Vas-y, Barnabé. Ouais, en fait, Gino, il a quand même joué de malchance dans pas mal de compétitions. Je me rappelle, par exemple, si je me trompe pas, 2021, on est sur le Giro. Mikel est leader et Gino est co-leader, en fait. Et Mikel tombe, donc on se retrouve avec. Je crois que je me trompe. Je sais plus. J'arrive à me mélanger. Hein, c'est tellement d'événements en même temps. Mais Gino est co-leader. Il gagne une étape sous la pluie. Si c'est ça, c'est le lendemain de la chute de Mikel que Gino gagne l'étape sous la pluie. Je te confirme, c'est 2021. Je te confirme. Ouais, Giro 2021. C'est ça, c'est 2021. Et manque de chance, après il y a l'étape d'Esterato et dans laquelle il tombe et le surlendemain il est incapable de terminer l'étape. Mais il était dans une forme incroyable. Et la preuve, c'est qu'il termine après 5e de la Vuelta. C'était un super coureur, sportivement parlant. En dehors du côté humain, c'était déjà sportivement parlant un super coureur. Et là, cette saison, l'objectif pour lui était d'aller leader sur le Giro, comme un peu revanchard de ce qui s'était passé en 2021, d'aller leader sur le Giro. L'année dernière, on est sur le Tour de Suisse, il se prépare pour le Tour de France, en étant en tête de leader, en étant co-leader avec Jack Haig, et il termine le Tour de Suisse avec le Covid. Donc des rendez-vous manqués à chaque fois, quoi. Guillaume, t'en penses quoi toi de Gino Madère sportivement? C'était quoi? Qu'est-ce que tu retiens de ce coureur?
Je retiens un coureur qui a eu peut-être un début de carrière qui n'était pas celui espéré, peut-être pour lui-même et puis pour ceux qui le suivaient. Je vais pas faire de fausse modestie, hein. Moi j'ai appris à connaître ce coureur sans avoir ton recul suisse au CFP, sans avoir ton recul de l'intérieur, Barnabé. Mais un coureur, oui, aussi par ses interviews qui dégageaient quelque chose de très naturel, de très solaire, très jovial. Et puis, non, c'est un coureur qui gagnait en maturité année après année. Sa progression était régulière. L'année dernière, deuxième du Tour de Romandie. Puis cette année, début de saison, il vient faire 5e de Paris-Nice quand même après un très très bon Paris-Nice. Il va derrière aussi au Tour de Romandie. Il montait en puissance. Et puis là, sur ce Tour de Suisse, je crois que son objectif était peut-être d'arriver sur le Tour de France, d'arriver sur ce Tour de France cette année. Je crois que c'était son premier Tour de France. Il avait participé à son premier Tour de France. C'est vraiment un coureur qui progressait tranquillement et qui arrivait maintenant dans le top 10 très régulièrement des courses sur le Tour auxquelles il participait. Et ça fait chier parce que c'est pas le premier, c'est pas le dernier d'une liste de coureurs qui sont décédés dans ces conditions de course. Et puis en fait, on a que nos yeux pour pleurer quand ça arrive, quoi. Et ça fait chier, clairement. Barnabé, j'ai envie de revenir avec toi un petit peu aussi sur ce côté coureur qui était à maturation lente, parce que c'est marrant, Gino Madère. Est-ce que si je décris comme un coureur un peu à l'ancienne, tu sais, c'est-à-dire qu'il perce pas comme maintenant à 19-20 ans, mais tu sais vraiment qu'il se développe ses qualités humaines de leader, et on avait l'impression qu'il prenait de plus en plus de poids dans l'équipe Bahreïn. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, mais pour vraiment appuyer sur le fait qu'il a joué de malchance, qu'à chaque fois des rendez-vous, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller plus loin. Et la fois où il a vraiment pu démontrer un peu l'ampleur de ses capacités, c'était vraiment sur cette Vuelta où il termine 5e en 2021 et meilleur jeune, et en ayant dynamiser les troupes aussi en même temps. Je me rappelle de meetings dans le bus où il dynamise aussi à son niveau les troupes pour amener Jack Haig sur le podium. Et là je me dis, la vache, le gamin il est très très fort, et avec des capacités physiques. Moi je le comparais au niveau de Pello Bilbao par exemple, mais avec la jeunesse à son avantage. On se souvient tous quand même de cette image aussi de Gino Madère. Je parle en France, avec Paris-Nice. C'était en 2021, souvenez-vous, à la Colmiane, quand Primož Roglič décide de gagner. Alors que au final, c'est vrai que ça n'a pas servi à grand chose, mais cette image terrible, quand même, mine de rien, où Gino Madère fait une étape incroyable. Guillaume, je sais pas si tu te rappelles de cette image, où Roglič rattrape tout sur sa dernière montée. Oui. Faut que je retrouve le nom du lieu d'arrivée, mais oui, c'est la Colmiane. Voilà, exactement. Il était échappé depuis plus de 100 bornes, et puis là, même pas à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Même 25 mètres, tu vois, et avec Roglič qui le reprend sur la ligne. Et même, alors, il y a eu derrière les critiques contre Primož Roglič. Il aurait pu le laisser gagner. Roglič, il avait course gagnée, c'était bon. Mais non, et puis ça a longtemps tenu Gino Madère moi je dirais pas ça lui est tenu longtemps, parce que moi j'ai discuté avec lui le soir même sur nos groupes. Et il était déjà passé à autre chose. Il disait, mais sur le moment, j'étais déçu, mais déjà, je comprends que le gars, il avait envie de gagner, et puis c'est le jeu, et puis il avait son équipe qui avait travaillé. Là, il était pas dans la lamentation. Il était déjà dans, c'était à moi d'appuyer un peu plus fort avant. Et puis c'est tout. C'est comme ça. Ouais, voilà, mais tu sais, nous, on voit ça de l'extérieur, on se dit, c'est le perdant magnifique. Tu sais, cette image en France, c'est le perdant magnifique, un peu. C'est le gars qui s'est battu et puis qui se fait avoir par plus fort. Allez, à 25 mètres de la ligne, on dirait en sprint un jeté de vélo, mais bon, là, c'était en montagne. Mais il y a cette image-là, forcément, qui est un peu, et je vais pas dire révélée au grand public, peut-être en France, le public de moins bons connaisseurs qui a révélé Gino Madère. Il y a forcément cette image-là. Il y a forcément cette image-là, mais après, derrière, il y a quand même cette victoire au Tour d'Italie qui est un vrai marquant, qui est un vrai tournant peut-être dans sa carrière, où il prend plus confiance en lui aussi. Peut-être ça l'a aidé à prendre confiance en ses capacités, parce qu'on parle de coureurs à maturation pas tardive, mais plus lente que certains, notamment certains de son âge. J'en parlais du podium du Tour de l'Avenir avec Pogacar en 2018. Mais Gino Madère, il y a ce tournant avec cette victoire au Tour d'Italie.
Barnabé, toi, tu as parlé du Gino Madère dans le bus. Ouais. Comment il était au quotidien? Comment il était au quotidien? Est-ce que c'était quelqu'un qui s'imposait comme un patron qui... Moi, j'ai plus, enfin, oui, mais pas autoritaire. C'est-à-dire que, comme beaucoup de grands champions, avec la capacité de retourner des situations pour tourner le côté positif à chaque fois. Genre, par exemple, une anecdote qui date de la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. On a le chrono inauguratif où il fait un bon résultat, correct, sans plus. Mais après, il se dit, bon, bah, peut-être que je vais jouer sur les étapes et arriver en progression pour le tour. Et à la deuxième étape, il est pris dans la chute qui intervient, je sais plus, à 20 km de l'arrivée, 20-25 km de l'arrivée. Et il me dit, bien, je vole, et au moment, avant d'arriver au sol, je lui dis, ah bah tu vois, je suis content d'avoir mis des gants aujourd'hui. Et il te sort un truc qui aurait pu être triste, en disant, et on a fini en éclat de rire. Et c'est pas grave, demain, je suis encore dans le coup, demain on va faire comme ça, et puis on va aller à l'attaque, et puis c'était tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. C'était pas quelqu'un de fermé, c'était quelqu'un qui parlait facilement. Tu l'avais sur la table de massage tous les soirs. On parlait beaucoup. L'avantage, c'est qu'il parlait un français impeccable, donc avec moi c'était encore plus facile parce que je parle pas un mot d'allemand, forcément. Mais ouais, puis toujours une écoute et une vision des choses assez étonnante, quoi. C'est intéressant. François Pierre, il y a aussi sur place, après donc au lendemain de cette chute qui avait aussi emmené Magnus Sheffield, où pendant quelques temps on avait de grosses inquiétudes pour les deux coureurs. Au lendemain, il y a eu les parents après de Gino Madère qui ont été sur place sur la course. FP, cette attitude des parents de Gino Madère, elle a été incroyable d'humanité, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, j'en ai même les frissons quand on en parlait parce que évidemment, on a tous suivi ça de par mon métier évidemment journaliste, mais en fait, il y avait une grosse question avant qui se posait. Alors Barnabé, toi qui as suivi de l'intérieur, tu pourras peut-être nous expliquer un peu plus, mais en Suisse, il y a eu gros débat de savoir est-ce qu'il fallait arrêter ce Tour de Suisse ou pas. C'est-à-dire qu'en Suisse, c'est bête à dire, mais c'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et surtout, ils se posaient la question comment rendre hommage à Gino Madère. C'était vraiment la question. Et les Suisses, ils sont plutôt introvertis, tu vois. C'est vrai que c'est pas trop des gens expressifs en Suisse allemande, encore moins. Ils se disaient comment on peut rendre hommage. Et les Suisses, la plupart du temps, tu leur parles, ceux qui aiment le vélo, que je connaissais, ils disaient le Tour de Suisse, ils sont obligés de l'arrêter, on va faire quelque chose pour rendre hommage, mais on peut pas continuer ce Tour de Suisse, on peut pas avoir de classement, c'est pas possible. Enfin, c'était inconcevable pour eux. Et au final, c'est vrai que les images, quand on a vu le lendemain, avec c'est quoi, 30 km, je crois que le peloton a fait, avec la Bahreïn devant, avec les parents qui sont salués par évidemment tous les coureurs suisses qui connaissaient bien Gino Madère. Il y avait évidemment, il y a Evenepoel, on a vu là l'image, Evenepoel qui va faire un câlin à sa maman, qui est une famille cycliste évidemment, celle de Gino Madère. Mais voilà, c'est vrai que c'était la grande question et au final l'hommage était très beau, celui du samedi, et puis de faire ça, la dernière étape, de laisser que les 25 km, d'arrêter les temps aux 25 derniers kilomètres, on sentait que personne n'avait envie de courir et c'était bien de faire comme ça. Au final, je pense que l'hommage est réussi. Je sais pas ce que tu en penses, Barnabé, toi. Oui, l'hommage est réussi et nous, je peux dire que on s'est posé la question aussi pourquoi on allait sur cette ligne de départ, parce qu'on était vraiment super inquiets, on savait que c'était dramatique ce qui s'était passé. Je te parle même pas de mon impression personnelle, mais bon, bref. Mais après l'arrivée du défilé qu'ils ont organisé, j'ai compris en fait ce qui s'était passé, c'est que c'est surtout le père en lui-même qui est dans le même état d'esprit que le fils, et pour lui la vie continue. C'est triste, mais la vie continue. Et il était là à essayer de dynamiser les troupes, à dire bon bah demain vous faites quoi? Demain on rentre à la maison. Et pourquoi vous rentrez à la maison? Gino aurait voulu courir. Alors, c'était dans cet état d'esprit-là. C'est assez impressionnant, quoi. Et il y a eu Barnabé aussi un élan de sympathie, mais de l'hommage, un hommage unanime de tout le peloton aussi, et tous les coureurs presque toutes les équipes, en tout cas, tous les directeurs sportifs sont venus vous voir, vous à la Bahreïn Victorious dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès de Gino. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous, nous on était groggy, on est arrivé le matin sur le parking. On n'avait qu'une angoisse, c'était de savoir ce qu'il en était. Et on a eu notre meeting à bord.
on voyait toutes les équipes qui allaient se préparer pour aller au départ. Les coureurs de l'équipe avaient décidé de ne pas prendre le départ. Donc, on a fait un meeting à l'intérieur et c'est là qu'on a appris le drame, l'issue du drame, on va dire. Voilà. Et ça s'est répandu, la nouvelle s'est répandue. Et tous les coureurs qui étaient sur la ligne de départ ont fait demi-tour pour dire non, on peut pas partir, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, et il y a eu des rassemblements spontanés qui se sont effectués sur le parking. Enfin, c'était une émotion impressionnante. Ouais, on a une image chez nous. Je me permets, on a une image chez nous qui a été très marquante. C'était la réunion des Suisses de n'importe quelle équipe, de toutes les équipes. On avait l'image de Stefan Küng en larmes. Et ça, c'est une image qui a vraiment marqué ici. Et c'est là où on a senti, c'était le moment, je pense qu'on pensait tous la même chose que Stefan Küng. On était tous de ce même esprit. Et là, on voyait bien que c'était même pas question de nationalité ou quoi, mais c'était vraiment le cyclisme qui pleurait, quoi. Donc c'était ça qui était très, très lourd à voir, même chez nous, même depuis quand on aime le vélo, quoi. C'était ça qui est très, très lourd à voir. Ouais, mais c'est le membre d'une famille, d'une fratrie qui vient de décéder. Et puis même au-delà de ça, tu parlais des Suisses, mais c'est vrai que le contingent suisse dans le peloton mondial, il est pas énorme. Donc ils se connaissent tous. En plus, ils font des stages, ils se retrouvent en équipe nationale très souvent. Donc il y avait en plus de ça, tu vois, je sais pas comment dire, ce lien très fort qui les unissait, quoi. Oui, du peu qu'ils étaient, en plus, ils étaient tous sont tous de grands champions et ils se côtoient tous en sélection. Donc, ils ont tous été au moins une fois, même s'ils sont d'équipes différentes, au moins collègues de chambrée ou de collègues de sélection ou choses comme ça. Donc, forcément, il y a encore plus un lien plus serré entre eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Barnabé, pour penser à l'après maintenant, est-ce qu'il y a des coureurs dans l'équipe qui ont émis le souhait de faire un break, une pause? Est-ce qu'il y a des gars qui ont dit écoute, moi là ça m'a trop... je peux pas pendant quelques jours, moi j'ai besoin de poser le vélo. Est-ce qu'il y a eu ça qui s'est passé, ou alors les gars ont envie de passer à autre chose et de remonter? J'ai entendu qu'un ou deux ont émis l'idée avec leur coach de poser le vélo 1 ou 2 jours parce qu'ils se sentaient pas capables, quoi. Et ça, c'est totalement compréhensible. Après, malheureusement, pour certains, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le Tour de France, parce que la caravane continue. Enfin, et puis après, l'équipe en elle-même a déjà mandaté un soutien psychologique pour les coureurs. Ça, faut savoir que c'est quand même été un gros choc, que ce soit pour des coureurs ou pour des membres du staff aussi. Il y a une cellule psychologique qui s'est installée. Donc on est entouré, Et même au-delà, Barnabé, je me permets, au-delà, tu as l'impression que le décès de Gino Madère a fait prendre conscience, ou en tout cas, on parle de l'interview de Thibaut Pinot aujourd'hui. Je sais pas si tu as pu la lire, Barnabé. Non. Et en fait, il explique qu'il pense presque à chaque descente à la mort de Gino Madère, et lui, il estime que il faut maintenant mettre des choses en place pour les coureurs. C'est vrai que la descente maintenant, c'est devenu. Alors, on a l'impression que la descente est devenue un enjeu presque. Alors, pas d'image, mais de compétition. On pense à ce qui s'est passé sur le Giro cette année, notamment le meilleur descendeur. Est-ce que Pinot, lui, le concept de débrancher le cerveau, ouais, il parlait de Thibaut Pinot. Exactement, et Thibaut Pinot dit que même lui, il serait pour des filets de protection. Barnabé, t'en penses quoi de cette idée-là? Bien sûr, mais c'est pas que de maintenant. C'est que moi j'ai cette image-là depuis. J'étais gamin, mais les images de Bernard Hinault dans la descente du Dauphiné, j'avais 4 ans quand c'est arrivé, mais on en parlait encore la veille. Ou l'avant-veille, c'est que quand on voit Ciccone qui descend en pleine balle pour aller gagner son étape, la dernière étape du Dauphiné, il y a 2-3 fois, ça passe au millimètre. On pense aussi à la chute de Philippe Gilbert au Tour de France où il se pète la rotule. Enfin, des choses comme ça, je dis, c'est pas possible, quoi. C'est effrayant. Moi, personnellement, de par mon boulot, en plus, j'ai cette sensibilité encore plus par les effets que ça peut avoir. Je suis sidéré. Moi, quand je vois la première descente qu'on a eue sur cette étape de jeudi dernier, où il y avait comme protection juste des petits plots en béton et en pierre de 50 cm même pas 40 cm tous les 2 mètres.
Je disais à mon collègue qui conduisait la voiture, je dis on y va doucement, hein, et il est temps d'arriver au ravito, on va avoir le temps, hein, ça va aller. Et tu te dis, les mecs, ils sont sur des boyaux qui font 28, et si ça part, c'est dans le ravin. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé par la suite, quoi. Mais effectivement, le côté sécurité, c'est insupportable de voir que les gars n'ont rien sur les épaules. Ils ont un casque qui pèse 100 grammes. Si tu tapes dessus, c'est comme si tu donnais un coup de poing sur une biscotte. Enfin, c'est hallucinant. Et je sais pas s'il y a une tendance régulière, mais j'ai l'impression de le voir plus cette année, les arrivées en descente aussi. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Typiquement, le Tour du Pays Basque cette année, mais moi, je suis l'UCI, je pète un câble. Comment tu peux faire ces descentes-là? Je sais pas si tu y étais, Barnabé, sur le Tour du Pays Basque, mais c'était hallucinant. Mais moi, je trouve que comment tu peux, alors autant sur une fois de temps en temps, je dis pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps maintenant. Que maintenant, il faut se battre sur la descente. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Moi, je dirais qu'il y en a toujours eu. Il y en aura une qui est à côté de chez moi, ici, à Choredecati, qui va avoir lieu sur le Tour d'Espagne. La descente, elle est hyper dangereuse. Ils montent avant une montée avec des passages à 24-25%, et après, vertigineux, pareil, avec des pourcentages à plus de 20%, pour aller rejoindre la ligne d'arrivée. Mais il y en a toujours eu des trucs comme ça. Le problème, c'est que les vélos de maintenant vont encore plus vite qu'avant. Ils sont encore moins permissifs. Enfin, faut faire, enfin, je sais pas. Là, les vitesses, moi, j'ai discuté avec le motard qui suivait la chute qu'il y a eu la semaine dernière. Il s'est fait peur, lui, à voir la vitesse à laquelle il arrivait dans les virages. C'est hallucinant. Est-ce qu'il faudrait peut-être adopter, je sais pas, des régulations de vitesse dans les descentes? Je sais pas, je prends l'exemple par exemple, c'est très bête, on va changer de sport, mais c'est à l'époque le Paris-Dakar. Il y avait eu un accident avec des gamins qui avaient été renversés dans un village, et ben depuis, il y a des limitations de vitesse quand ils passent dans les villages pour ne pas qu'il y ait d'accident. Est-ce que dans les descentes, on pourrait imaginer des limitations de vitesse? Je le vois difficilement. 100 km/h quand même. Par contre, ce que je vois, en dehors du fait des descentes, je vois que quand il y a eu des drames comme en Formule 1 il y a une trentaine d'années, la Formule 1 s'est rénovée et a pensé mais là en vélo, il va falloir penser à faire quelque chose parce que des descentes comme ça, c'est super dangereux, on l'a vu malheureusement, mais il y a aussi toutes ces arrivées au sprint en ville avec des infrastructures qui sont faites pour casser la vitesse pour les véhicules, et on a des vélos qui vont de plus en plus vite. Il y a un moment, ça va pas le faire. Il va falloir se réinventer. Et c'est pas possible qu'on continue dans ce sens-là, quoi. Je vais juste abonder pour terminer dans le sens de ce qu'on vient de dire et de rappeler quand même 2-3 choses. C'est que on a une série Netflix qui est sortie il y a quelques jours, allez on va dire dans ce début du mois de juin, où la première image du trailer, c'est Tom Pidcock dans la descente, c'était l'étape de l'Alpe d'Huez. Donc c'est spectaculaire, ça fait des images pour Netflix. Et puis une autre image aussi, c'était sur le dernier Tour d'Italie où FP on en avait parlé. Et il y avait eu, alors je sais plus sur quelle étape, mais c'était l'étape qui était en Suisse, il me semble, FP. C'était une montée ou une descente qui aurait dû être sucrée, qui aurait dû être supprimée. Finalement, on n'avait pas fait la montée, mais on avait fait la descente qui était, elle, dangereuse. On avait fait la descente. On est quand même FP, on est quand même à l'envers. Hein. Mais même en dehors de ça, quelques jours avant, si vous vous rappelez, il y a, je crois que c'est la 5e étape du Giro, il pleut, mais terrible. Les mecs sont frigorifiés. On les voit dans la descente se taper les bras pour réchauffer les mains, pour pouvoir arriver à freiner et guider le vélo. Et certains coureurs avaient demandé à éviter cette montée qui était sous les pluies froides. On l'a fait quand même. Et dans la descente, il y a Tao qui s'envoie au tas, qui se fracture le fémur. C'est pas possible, quoi. Moi, je comprends pas. Moi, je veux bien qu'on reste dans la tradition, les forçats de la route et compagnie, mais qu'est-ce qui va... Enfin, je vois pas où maintenant on trouve le côté magnifique de ce sport en envoyant les gars au tas comme ça. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je sais pas. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat, Barnabé, qui doit être remis sur la table dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Barnabé. Merci, Barnabé. D'avoir été avec nous. Un grand merci. On se rappelle, hein, t'es ostéopathe à la Bahrain Victorious, l'équipe de Gino Meder. Barnabé, merci. Avec plaisir.
FP, bon voilà, je vais te laisser le mot de la fin pour ce podcast spécial d'Inomadère. On vient de faire une demi-heure sur le coureur suisse qui a été décédé pendant le dernier Tour de Suisse. Et voilà, on va revenir sur une actualité un peu plus normale, joyeuse, entre guillemets, dans les prochains jours. Ouais, avec le Tour de France, on en parlera la semaine prochaine évidemment. Et on a une grosse pensée pour la famille de Gino Madère et tous celles et ceux qui l'aimaient beaucoup, que ce soit dans le peloton ou même dans la vie. Allez, ciao à tous et n'oubliez pas d'écouter Vélo Podcast sur toutes les plateformes évidemment. Ciao à tous. Salut. Ciao.